CAFAT, qui cotise? Parce que les Calédoniens parfois ne le savent pas. Qui cotise? Qui bénéficie? C'est de la santé, c'est un régime de solidarité, c'est ça? Oui, tout à fait. En fin de compte, la CAFAT, enfin le régime du RUERM essentiellement est abondé par 80% en fin de compte des cotisations patronales et salariales. Et puis 20% par des subventions du gouvernement. Mais dans les 20%, vous avez 80% qui sont des compensations. Donc on n'a que 6% pratiquement de subventions. Le reste, ce sont des compensations. Vous dites situation compliquée, mais comment on redresse la barre aujourd'hui? Eh bien, c'est la bonne question. Donc aujourd'hui, on s'y attache depuis de très nombreux mois pour justement un petit peu savoir qu'est-ce qu'on va faire et puis trouver surtout des solutions avec tous les partenaires sociaux. Parce qu'on a entendu dire, et on va entendre des autres invités dans une seconde, mais on a entendu dire qu'on puisse déjà dans les réserves de la retraite. Est-ce que c'est tenable et on peut entendre ça pour les Calédoniens? Alors les réserves de la retraite, on les a pas touchées encore. Effectivement, on a toujours, on a aujourd'hui, on dégage 52 millions. Normalement, il est prévisible 52 millions d'excédents en 2017. Si on continue comme ça, qu'on n'a pas nos compensations pour le régime de retraite, on va commencer à puiser dans les réserves. Et ça, c'est pas un bon signe. Monsieur Chazal, comment vous êtes un médecin libéral, vous êtes un praticien. Comment est-ce que vous voyez cette situation compliquée de la CAFAT et qu'est-ce qu'on fait pour redresser la barre selon vous, selon votre corporation? Selon les médecins, qu'ils soient privés ou publics, le problème, ce ne sont pas les dépenses, ce sont les recettes insuffisantes. En effet, la dépense de santé en Nouvelle-Calédonie représente 9% du PIB, en France ça représente 12%, donc on ne peut pas dire qu'on soit au-dessus de la normale, on est plutôt en dessous, et donc ce n'est pas non plus le patient calédonien qui coûte cher, puisqu'il coûte moins cher que le patient métropolitain. Pour 100 francs dépensés pour la même chose, on dépense 60 en Nouvelle-Calédonie pour le patient. Un exemple? Un soin dentaire, par exemple, ou un soin médical? Un soin, par exemple, la consultation en Nouvelle-Calédonie est de 34 €, 4 150 francs. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, les pays comparables à Nouvelle-Calédonie, elle est de 55 €. Vous voyez, donc on est largement en dessous des taux appliqués en médecine libérale dans les pays de l'OCDE. C'est une moyenne. Voilà. Monsieur Bedon, vous avez l'air de réagir. Alors, écoutez, je ne vais pas réagir tout de suite quand même, mais je voudrais quand même dire, il faut comparer des choses qui sont comparables. Bien sûr, on peut se comparer à tous les pays de l'OCDE. Cependant, si on prend l'exemple de la consultation, donc 4 150 francs, effectivement, C plus MTG ici en Nouvelle-Calédonie, ça correspond effectivement à 34 €, mais la même consultation en métropole, c'est 23 €. C'est 25 € et sachez que par exemple dans les pays de l'OCDE, la France est tout en bas. C'est-à-dire les médecins français sont les plus mal payés avec Malte. C'est les deux pays qui sont en queue de peloton sur la rémunération des médecins. D'accord, monsieur, d'accord par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, par rapport à la rémunération des médecins, il faudrait faire la part des choses, parce qu'il y a de grandes disparités en ce qui concerne l'exercice médical ici en Nouvelle-Calédonie. Je dirais que, par contre, en moyenne, les médecins calédoniens ont un exercice plutôt favorable par rapport à la métropole, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont une activité qui est protégée, parce qu'il y a une sorte de numerus clausus, ils ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose, une clientèle finalement qui est relativement captive. Alors, Monsieur Meyer, on a entendu redresser la barre par l'augmentation des recettes. Qu'est-ce que vous dites à cela? Est-ce que vous souscrivez à cette proposition de Monsieur Chazal? Alors oui, mais pas que. L'augmentation des recettes, elle est nécessaire, inévitable. Aujourd'hui, vous annoncez 7 milliards. Là-dessus, sur le chiffre de 7 milliards, on a changé de système comptable au niveau de la CAFAT et donc c'est pas totalement 7 milliards. Mais le déficit est là. Ce qui pose problème, le déficit est ancien. Depuis quasiment la création du RUERM, il est en déficit. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on va dire que les collectivités, les établissements publics pouvaient absorber les déficits. On a généré de la dette. Aujourd'hui, on est à la fin de l'exercice. On n'a plus suffisamment de trésorerie, même pour le quotidien, quoi. Quelles sont vos solutions selon la Fédération ? Alors les solutions, elles sont multiples, mais par exemple, on pourrait s'interroger sur un déplafonnement des cotisations. Aujourd'hui, il y a un plafond à 490 000, on cotise 15,52% par salarial et patronal, et au-delà, on tombe à 5. Si vous déplafonnez, oui. Vous allez surenchérir le coût du travail.
pas nécessairement. Si on déplafonne et on abaisse ce taux, par exemple, on le met à 14%, on n'enchérira pas le coût de la main-d'œuvre, en dessous de 490 000, on verra même, une diminution du coût du travail. Donc, pour les entreprises qui embauchent beaucoup de salariés en dessous de 490 000, on verrait un impact positif. On a eu une réforme. Un économiste, Monsieur Sudry, pour ne pas le nommer, Olivier Sudry, a produit un rapport sur le financement de la santé. José Aparizi, est-ce que ce rapport vous semble adapté ou bien pas du tout? À mon avis, non. Parce qu'en fin de compte, il a quand même pris parti sur certaines solutions qui ne nous conviennent pas forcément à tous. Donc, laquelle, par exemple? Un exemple? D'augmenter les cotisations des patrons et puis de baisser celles des salariés. Donc, c'est quand même pas normal non plus que ce soit toujours les mêmes qui payent. Après, il y a bien d'autres sujets de dépenses qui ont été vus dans le cadre du plan d'Occamo. C'est à débattre. Il n'y a rien qui a été figé. C'est tout en simple discussion pour l'instant. Il va falloir aujourd'hui se remettre autour d'une table et puis effectivement mettre en place des solutions qui soient pérennes pour le RUAM. Alors, Monsieur Naudet, comment vous voyez cette CAFAT, ces comptes de la CAFAT, comment vous l'analysez, vous, en tant qu'économiste, avec une vue, on va dire, assez globale? Peut-être sous deux angles. Alors, le premier, c'est de se demander est-ce que la Nouvelle-Calédonie dépense trop pour sa protection sociale. C'est un choix de société, mais on peut comparer effectivement avec des pays, l'ensemble des pays riches, qu'on disait, l'OCDE. L'ensemble des dépenses de protection sociale, c'est 20% du PIB calédonien. C'est à peu près la moyenne de l'OCDE. Donc ça a l'air d'être à peu près moyen. Si on regarde que la santé, alors c'est effectivement 10% du PIB. On est un petit peu en dessous de la France, mais par contre, on est quand même dans le haut de l'échelle des pays de l'OCDE. Donc de ce côté-là, on voit rien d'anormal, si je puis dire, dans cette première analyse. La deuxième angle de vue, c'est de regarder la dynamique des recettes et des dépenses. La dynamique des dépenses, on aura le temps d'y revenir, il y a des très bonnes raisons pour ça, elle est de 5% à peu près des dépenses sociales. Tous les ans, ça augmente de 5%. La base des recettes, c'est-à-dire les finances publiques et l'emploi, au maximum, on est entre 1 et 2%. Donc on a un différentiel d'au moins 3% entre l'augmentation des dépenses et l'augmentation des recettes. Pour prendre un chiffre qui peut-être parle davantage, les dépenses sociales augmentent de 9 milliards environ de francs chaque année, ce qui fait que chaque Calédonien doit y consacrer 35 000 francs chaque année supplémentaire. Vous nous dites en clair qu'on vit au-dessus de nos moyens ? En dynamique, il y a vous parliez de déséquilibre, à mon avis, il y a un déséquilibre dont on parle en 2016 et en 2017, mais le déséquilibre, il est surtout dans la divergence de cette tendance des recettes et de cette tendance des dépenses. Si je peux me permettre, j'atténuerai un peu, peut-être il faudrait prendre des moyennes statistiques plus longue, parce qu'on a créé énormément de régimes nouveaux en Nouvelle-Calédonie ces dernières années. On était en retard dans beaucoup de secteurs. On a créé le minimum vieillesse, le minimum retraite. On a mis de l'aide au logement. Tout ça, c'est des régimes nouveaux. Donc, quand vous annoncez un chiffre de 9 milliards, c'est au supplémentaire chaque année. Sur quelle période, si je peux me permettre? Parce que sur une moyenne plus longue, en fait, on ne fait que rattraper. Alors c'est une question essentielle. Moi, j'ai pas de chiffres précis. On fait effectivement, on avait une période particulière avec une augmentation des progrès sociaux importants dans la décennie qui vient de s'écouler. Cela dit, il reste une croissance démographique qui est loin d'être négligeable. Qu'en dernière période intercensitaire, elle était de 1,8%. Il reste un vieillissement de la population qui est de 3-4 mois par an, la moyenne d'âge de la population. Il reste le progrès technologique qui fait augmenter les dépenses de santé dans tous les pays du monde. Et il reste l'offre de soins qui a considérablement augmenté et qui va continuer à augmenter. Un chiffre juste, les emplois salariés dans la santé, sur les 10 dernières années, c'est plus 7%. Donc on a une offre de santé qui est en croissance forte. Et comment est-ce qu'on augmente les recettes pour que la caisse... on voit en ce moment, on est dans une période de récession économique. Donc, José Aparizi, on a moins de rentrées dans la caisse puisque on a plus de chômage. Ça, c'est une évidence. Mais comment on fait pour augmenter les recettes, selon vous, en tant que président du conseil d'administration de la CAFAT ? Effectivement, de toute façon, je pense que déjà le contexte économique n'est pas très favorable pour faire rentrer des recettes. Donc on a quand même 1000 chômeurs de plus depuis un an.
c'est quand même assez parlant. En termes de recettes aujourd'hui, si ce n'est qu'augmenter, en effet, comme le disait notre ami David, c'est que faire entrer aujourd'hui il n'y a pas de 36 solutions, c'est augmenter les cotisations ou trouver des nouvelles mesures. Mais il n'y a pas que ça, je suis d'accord aussi, c'est qu'il y a également la maîtrise des dépenses de santé. Il faut aujourd'hui préserver un petit peu les tarifs qui sont aujourd'hui en cours. Mais on va y arriver. On va y arriver sur la maîtrise des dépenses. Mais là, on cherche à voir comment on augmente les recettes. Par exemple, on a des produits sucrés. On s'est écharpé l'an dernier au Congrès parce qu'on n'a pas voulu taxer fortement les produits sucrés. Est-ce que ça, c'est une bonne solution, Dominique Chazal? Écoutez, nous, alors c'est notre dada depuis 20 ans. On voudrait que les politiques aient le courage de taxer de façon drastique tous les produits, l'alcool, le tabac, et pas dans les proportions qui ont été faites jusqu'à présent, beaucoup plus, comme ce que font nos voisins en Océanie, pour dissuader les gens. Vous savez, en Australie, il n'y a plus que 10% de chômeurs. On en a plus de 50% chez nous. Donc il faut mettre le paquet à 2000, 3000, 4000 francs. Il faut que les fumeurs ne fument. 4000 francs le paquet de cigarettes. Il faut que dissuader les gens de fumer. On aura moins de patients. Il y aura une induction de coûts de santé moins importante. Et puis au niveau de l'alimentation, c'est aussi les habitudes alimentaires des gens sont déplorables aujourd'hui. Aussi par manque d'information. C'est-à-dire la malbouffe, trop sucré, trop gras, trop de sel. Parce que les gens, moi mes patients, n'ont pas l'information nécessaire. La prévention primaire doit être faite par le gouvernement. Il faut informer les gens sur les compositions des aliments qu'on leur propose dans les supermarchés. Depuis les années 90, il y a eu une dégradation importante de l'offre de l'alimentation. Monsieur Meyer, votre réaction? Oui, entièrement favorable. Là-dessus, on est sur le principe, c'est un peu un parallèle, pollueur-payeur, quoi. Donc du coup, ça crée notamment l'alcool, des dégâts importants dans la société calédonienne. Donc de le taxer pour réparer ces dégâts, ça me paraît totalement cohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de malades en Calédonie sur ces pathologies-là, Monsieur Aparizi, Monsieur Bedon, Monsieur Chazal. Écoutez, moi ce que je voudrais dire déjà, c'est que les taxes ont certainement une utilité, ça on peut pas le dire, on peut pas le nier. Oui. Les taxes ont une utilité. Simplement, pour reparler du plan d'Ocamo, pour les Calédoniens qui nous écoutent, le plan d'Ocamo, c'est un plan de santé qui est centré sur l'humain et qui a pour objet de soutenir et de modifier les comportements des citoyens usagers. Donc, première chose. Puis ensuite, de rendre les milieux dans lesquels ils vivent, qui sont plus favorables au bien-être et à la santé. Donc c'est pas un plan de soins, c'est un plan de santé. Absolument, c'est un plan de santé. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est pas tout, les taxes, on va les subir, bien sûr, tous collectivement. Mais c'est surtout un problème de changement de comportement. Et pour changer les comportements, il faut aussi s'intéresser à l'environnement. C'est-à-dire? Eh bien, tout simplement, prenons le cas de la surcharge pondérale, de l'obésité. Eh bien, l'obésité, c'est un problème d'origine multifactorielle. Si vous vivez dans un environnement où vous êtes stressé, vous êtes malheureux, vous êtes mal logé, eh bien, vous allez avoir tendance déjà à avoir une surcharge pondérale. Et puis, vous allez avoir des problèmes d'alimentation également. Alors, par exemple, Monsieur Chazal dit 4000 francs le paquet de cigarettes, vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai pas d'objectif. Nous, c'est pas mon rôle de fixer des objectifs de ce type, mais on peut très bien convenir que. Ce qui fait sourire, Monsieur Aparizi. Faut augmenter le prix du tabac. Ah oui, moi ça me fait sourire parce que je suis pas fumeur, donc je suis pas très concerné. Mais je pense qu'il faut aussi voir l'histoire de l'alcool. Il y a également peut-être un effort à faire de ce côté-là, parce que malgré tout, ça nous cause aussi quand même pas mal de dégâts. L'alcool en termes de maladies, le sucre, tout ce qui va avec derrière. En effet, je rejoins le docteur Bedon là-dessus, c'est que l'obésité quand même chez nous, elle est quand même importante. On a quand même des chiffres chez nous, des statistiques qui sont énormes. Alors, si vous permettez, je voudrais quand même dire que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais justement, les gens ne sont pas informés. Vous savez, nous, on a des patients tous les jours qui ils font des efforts, etc., mais ils ne sont pas informés de la composition de l'alimentation qui leur est proposée. Donc là, il y a vraiment un effort à faire au niveau des écoles, mais à tous les niveaux, au niveau de la population adulte aussi, parce que là, aujourd'hui, on a une population adulte malade qui va coûter de plus en plus cher parce qu'ils ont une pathologie, puis il se rajoutent d'autres pathologies, etc. au fil du temps. Donc il faut informer, c'est la prévention primaire. Pour vous, Monsieur Meyer, est-ce que les politiques ont assez de courage pour aller au bout de ces décisions qui consisteraient à taxer, voire surtaxer, alcool, tabac, produits sucrés?
L'exemple récent du non-vote par le Congrès d'une taxe alcool, c'est très clairement aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Mais pour revenir à ce qui a été dit, je pense que les deux démarches sont complémentaires. On doit trouver des ressources nouvelles, on doit donc taxer et on doit également investir de manière massive sur l'éducation. Et là, je rejoins à 100% le plan d'Ocamo, la démarche d'Ocamo. Donc, est-ce que l'Agence sanitaire et sociale, qui a 1 milliard de budget à l'année pour faire de la prévention et informer la population, comme le dit M. Chazal, de ce que l'on doit manger ou pas manger, fait assez son travail, M. Bedon ? Alors, je ne vais pas vous répondre pour l'agence. L'agence, effectivement, dans ses missions, il y a... Mais 1 milliard, c'est beaucoup quand même. 1 milliard, pour faire des campagnes de publicité. Je ne peux pas dire que c'est beaucoup, parce que ce ne sont pas des campagnes de publicité. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce sont des plans avec des actions qui sont construites. Par exemple, les émissions Fin motivées, d'ailleurs, qui ont été diffusées par l'intermédiaire de votre chaîne, sont un exemple. C'est une vraie réussite sur le plan médiatique. Et puis, il y a tout un tas de projets pilotes qui sont actuellement en cours de route. Et puis, enfin, il y a des études qui sont réalisées. Pour l'obésité, par exemple, il y a un chiffre qu'on peut retenir actuellement. On a 2 enfants au CP qui sont en surcharge pondérale. 2 enfants sur 10. Et quand ils ont 12 ans, on en trouve 4 sur 10. Et quand ils sont adultes, eh bien, on a les 2 tiers de la population qui est en surcharge pondérale. Monsieur Chazal, vous soutenez le plan d'Ocamo, les médecins libéraux ? Nous y sommes depuis le début, évidemment. C'est une excellente initiative. On cautionne ça dans le libéral, tout le monde cautionne ça, tous les médecins, même ceux du public, tout le monde cautionne ce plan. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a des décisions à prendre. Et tout à l'heure, vous parliez de recettes. Il y a des recettes urgentes à trouver. C'est pour cela que moi je parle de taxes qui soient des taxes sérieuses sur les aliments qui entraînent de la surcharge pondérale sur plus de 60% de la population et pour pouvoir financer le RUAM. Alors on va revenir dans un petit moment sur les maîtrises des dépenses. On a parlé des recettes, comment rentrer de l'argent dans la caisse pour la remettre à flot, monsieur Aparizi. On va parler dans un petit moment des maîtrises. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement responsable ? On va parler de responsabilisation. Mais d'abord, on va aller voir ces praticiens, ces médecins libéraux, monsieur Chazal. Sur le terrain, ils ont des contraintes, ils ont des doléances aussi. David Nasson et Fabien Caillot sont allés voir un kinésithérapeute et un ambulancier. Regardez et on continue le débat ensuite. Trois fois par semaine, Jean-Yves, ambulancier, véhicule ce jeune enfant pour ses séances d'orthophonie. Un service pris en charge par la CAFAT qui paie ensuite cette prestation à la société qui emploie Jean-Yves. Le 38, on a récupéré l'enfant Sirop, direction l'école Sacré-Cœur du centre-ville. Oui, mais voilà, à la fin du mois, Jean-Yves, comme d'autres ambulanciers, n'est pas certain d'avoir son salaire à temps. La raison, les retards de remboursement de la CAFAT. Des retards qui impactent directement la trésorerie des 54 sociétés d'ambulance que compte le territoire. Le délai de remboursement varie entre 4 et 6 semaines. Vous allez pouvoir tenir longtemps ? Eh bien, suivant les situations et suivant les périodes, il y a des périodes parfois difficiles. Et quand on n'a pas un petit peu d'argent de côté, c'est difficile à suivre justement et à assurer les salaires de nos personnels surtout. Retard de remboursement également chez certains kinésithérapeutes. Mais ce qui révolte cette profession, c'est ce qu'on appelle les demandes d'entente préalable. En clair, le kiné doit généralement attendre le feu vert de la CAFAT pour prendre en charge un nouveau patient. Je vais devoir envoyer cette demande de prise en charge au contrôle médical. Le contrôle médical va mettre normalement 10 jours. Ils ont parfois du mal à tenir ces délais pour me renvoyer cette demande de prise en charge. Et je devrais démarrer les soins seulement une fois que j'aurai cet avis. Quid du patient ? Le patient, il supporte sa douleur pendant ce temps-là ou son handicap. Pour éviter cela, cette proposition des kinésithérapeutes, la télétransmission, une solution qui pourrait mettre fin, selon eux, à la dimension kafkaïenne de la CAFAT. Malheureusement, je suis obligé de photocopier cette ordonnance parce que je ne peux pas l'envoyer par mail. Donc il va falloir que je garde une copie, ça va être la preuve que je l'ai bien déposée parce qu'en plus, il arrive fréquemment des choses qui arrivent qui perdent les ordonnances. Donc dans ce cas-là, on est obligé de refaire le travail, redemander au médecin. On essaye dans la mesure du possible de conserver une copie, mais ce serait quand même beaucoup plus simple qu'on la numérise
qu'on puisse l'envoyer par mail, et au moins on conserve une version numérique. Et la CAFAT pourrait échanger numériquement d'un service à l'autre, du service de contrôle médical au service de facturation, cette ordonnance-là. Pour ces professionnels de santé, pas question de tirer sur l'ambulance, mais tous craignent une chose, devenir la variable d'ajustement face aux difficultés financières de la CAFAT.